Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, J'espère que docteur. vous allez bien et que tout le monde me reçoit clairement. Nous allons démarrer notre rencontre de ce soir par une prière et avant de continuer, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Merci parce que tu vas nous parler au travers de ces différentes présentations, des échanges, Seigneur. Nous prions que tout ce que nous allons dire soit vraiment bénéfique pour notre santé, pour nos patients. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, moi, c'est Dr. Odélia Werumengansé. Je suis médecin en spécialisation en cardiologie et j'ai l'honneur de modérer ce soir le webinaire de cet après-midi. Sans plus tarder, nous allons passer à la première présentation concernant les facteurs de risque cardiovasculaire. Cette présentation qui sera dirigée par le Dr David Boko-Daro. Rappelons que Dr David Boko-Daro est interne des hôpitaux en cardiologie au Bénin et depuis 2 ans environ. Et nous aurons l'honneur de l'écouter ce soir. Alors, nous vous passons la parole, Dr David Boko-Daro. Bonsoir, docteur Odélia. Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, vous êtes reçu, docteur. D'accord, merci beaucoup. Donc, voilà, je suis Boko-Daro David, interne des hôpitaux de cardiologie depuis 2023, comme vous l'avez bien dit. Et je suis là alors pour participer à ce webinaire, pour faire une présentation sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, d'abord, avant d'entamer cela, je vais remercier la CMD pour tout ce qu'elle fait déjà en termes de formation du personnel médical et même au-delà du personnel médical, pour tout ce que vous mettez à notre disposition chaque 3 mois en termes de connaissances sur les pathologies et autres. Voilà, donc sans plus tarder, je vais partager mon écran et à partir de là, je pourrai démarrer ma présentation. Je vais partager. Ok, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, docteur, nous voyons ton écran. D'accord, merci. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire, je vais suivre le plan ci-après. Alors, ce n'est pas un plan classique comme on l'a souvent en faculté parce que je me dis le public est constitué de professionnels de santé, mais aussi de non-professionnels de santé. Donc, j'ai essayé de trouver un plan adapté à
à ce public-là. Donc, nous allons aborder la question pourquoi parler des facteurs de risque cardiovasculaire. En deux, nous allons parler des facteurs de risque cardiovasculaire. Et quand on dit facteurs de risque, c'est qu'il y a des facteurs protecteurs que nous allons aborder en trois. Et puis, nous ne pouvons pas faire cette présentation sans dire un mot sur la prévention, bien que la prévention soit lors de la présentation à venir. Donc, en introduction, on dira que les maladies cardiovasculaires constituent un enjeu majeur de santé publique du fait de la mobile mortalité importante de ces maladies. Et quand on dit maladie cardiovasculaire, ça englobe, en fait, c'est des pathologies qui touchent le cœur et les vaisseaux. Donc, on peut citer l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde, les AVC, l'insuffisance cardiaque. On peut citer que ceux-là en guise d'exemple, sinon il y en a beaucoup. Alors, le développement est fortement influencé par les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, vous voyez déjà là l'intérêt d'en parler. Et en termes de facteurs de risque cardiovasculaire, on les classe en deux. Il y a les modifiables et les non modifiables. Et cela est intéressant en ce sens que ça permet d'axer beaucoup plus la prévention sur les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Alors, pour assurer la prévention primaire, secondaire de ces maladies-là, il y a une approche globale qui est bien codifiée, qui est centrée sur le patient. Et cela prend en compte d'abord l'identification des facteurs de risque, en fait, des facteurs de risque que le patient présente, l'évaluation de ces facteurs de risque-là et la prise en charge, et en dernier, la prise en charge de ces facteurs de risque. Donc, dans cette présentation, nous allons explorer ces principaux facteurs de risque, leur impact épidémiologique et les stratégies de prévention actuelles que nous allons aborder brièvement. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le premier point qui est pourquoi parler des facteurs de risque cardiovasculaire. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. Et ça, ce n'est plus à démontrer. Toutes les données épidémiologiques publiées récemment vont dans ce sens-là. Elles constituent la première cause malgré les efforts intenses de prévention et les progrès thérapeutiques qui sont faits. Et ces maladies-là sont multifactorielles avec un grand nombre de facteurs de risque établis. Alors, cette figure montre en quelque sorte la distribution des décès selon les 5 principales causes de mortalité dans le monde en 2019. Et c'est une donnée de l'OMS. Mais là, je veux insister beaucoup plus sur la mortalité cardiovasculaire dans le monde et la mortalité cardiovasculaire en Afrique subsaharienne. Remarquons qu'en 2000, dans le monde, les maladies cardiovasculaires occupent 28%. Donc, occupe 28% du taux de décès au monde. Mais on remarque qu'en 2019, ce taux est passé de 28% à 32%. Donc, 32% des décès au monde sont représentés par... Et ça, c'est ce qui se passe au monde entre 2000 et 2019. Et en Afrique subsaharienne, la même observation est faite. En 2000, c'était 10%, mais en 2019, c'est passé de 10% à 14%. Ça montre quand même que les maladies cardiovasculaires occupent une part importante dans les décès dans le monde entier. Cette figure aussi, qui est de l'OMS et qui est publiée en 2021, montre qu'au premier plan, nous avons les cardiopathies ischémiques avec environ 8,5 millions de décès. Ensuite, nous avons la COVID-19 parce que c'était en période de COVID-19. Mais en troisième lieu, il y a les accidents vasculaires cérébraux qui, à eux, font 6,5 millions de décès. Les deux, on voit déjà qu'on est à près de 14 millions, voire 15 millions de décès. Et les deux là occupent alors une place importante quand on veut parler de mortalité dans le monde. Tout ça pour montrer que la mortalité par maladie cardiovasculaire est très élevée. Et c'est la première cause. Il faut aussi notifier que depuis une trentaine d'années, on a une diminution régulière de la mortalité, mais la mortalité reste quand même élevée. On a une diminution du fait de l'espérance de vie qui est prolongée, du fait de la performance du système de santé avec des meilleurs soins qui sont offerts, mais cela ne fait pas en quelque sorte diminuer les événements cardiovasculaires. Et le dernier point que j'aurais abordé ici, c'est l'impact important sur la santé. On doit en parler à cause de l'impact que ces maladies cardiovasculaires
système de santé. Il y a le coût direct lié au traitement. Quelqu'un qui a un AVC, quelqu'un qui a un infarctus du myocarde, c'est des médicaments de consultation à honorer chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois ou bien 1 an selon qu'il soit équilibré ou non aux patients, mais il y a également des coûts indirects, par exemple tels que les pertes de productivité qui résultent de la maladie ou d'un décès prématuré, l'absence au boulot, la baisse de performance et les absences prolongées sur le lieu de travail. Donc, c'est également des éléments qui sont importants à prendre en compte pour cerner l'importance des facteurs de risque cardiovasculaire, l'importance des maladies cardiovasculaires et pouvoir alors les prévenir. Nous tirons alors comme conclusion qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, en 2, nous allons aborder les facteurs, les modifiables et les non modifiables. Alors, qu'est-ce qu'un facteur de risque cardiovasculaire? J'irai à la définition qui est adaptée à tout le monde directement. On va dire simplement que c'est un ensemble d'habitudes, un état clinique ou biologique qui augmente la probabilité de développer une maladie cardiovasculaire. C'est tout simplement ça. Donc, c'est les habitudes que le patient ou une personne aura, ou bien un état clinique ou biologique tel que fumer, par exemple, la sédentarité. Et ces habitudes-là vont augmenter le risque ou bien la probabilité chez ce patient de développer les maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, ainsi de suite. Je vais laisser la prévention parce que Dr. Joyce va l'aborder après. Alors, quand on parle de facteurs de risque cardiovasculaire, comme je le disais, il y a les non modifiables et les modifiables. C'est intéressant de classer ainsi parce que quand on les classe comme ça, on sait directement sur quoi il faut agir. On sait d'emblée qu'il vaut mieux, qu'on peut agir sur les facteurs de risque modifiables et qu'on ne peut pas agir sur les facteurs de risque non modifiables, mais on peut rester attentif sur ces facteurs-là, tels que l'âge et le sexe, l'âge supérieur à 50 ans chez l'homme, l'âge supérieur à 60 ans chez la femme. On ne peut pas modifier son âge ni son sexe. L'hérédité aussi, notion d'événement précoce chez un parent de premier degré ou bien dans la fratrie, on ne peut pas modifier ces événements-là. Mais lorsque ces événements surviennent, on doit être attentif et rester attentif par rapport à ces événements-là pour prendre des mesures. Par contre, quand on aborde les facteurs de risque cardiovasculaires modifiables, ces facteurs-là, on peut les modifier. Par exemple, quelqu'un qui fume, on peut l'amener à ne plus fumer en mettant des stratégies, des planifications en œuvre. Un diabétique, on peut contrôler bien son diabète et s'il ne l'est pas encore, on peut mettre des mesures de prévention en jeu. Donc, il s'agit du tabagisme, du diabète, la surcharge pondérale, l'hypertension artérielle, la sédentarité, la dyslipidémie et plein d'autres facteurs. Comme je le disais, il y en a assez. Même le stress peut être considéré comme facteur de risque cardiovasculaire. Quand on parle de tabagisme, on va faire l'autopsie d'un meurtrier. En fait, quand on parle de la combustion de la cigarette, produit environ 50 000 substances toxiques. Mais au nombre de ces substances, il y a quelques-unes qui sont particulièrement dangereuses pour le système cardiovasculaire. Et même dans la combustion, elles sont aussi cancérigènes. Alors, nous voyons clairement sur le schéma que c'est des gens qui se tuent à petits coups. Donc, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable. C'est pour cela que nous le classons dans les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Et la toxicité du tabagisme est liée au CO, au monoxyde de carbone, qui a des effets bien connus sur le système cardiovasculaire. On va les aborder plus tard. Et je voudrais rajouter ici que le risque est identique, quel que soit le type de tabagisme. Je veux dire essentiellement que ce soit la cigarette roulée avec ou sans filtre, cigare, tabac, marché, le risque reste identique. Et il y a même des études qui ont montré que le risque avec la chicha est plus élevé même que le risque que je viens de citer. Et le risque également, le risque cardiovasculaire avec le tabagisme est lié à l'exposition au tabac, en fait, la quantité et la durée. Donc, plus on a fumé pendant longtemps et plus on a fumé une quantité importante, plus on a un risque cardiovasculaire plus élevé. Qu'est-ce que le CO va faire? Le CO va entraîner une diminution du HDL cholestérol, qu'on appelle communément le bon cholestérol, parce que le HDL va permettre de transporter le cholestérol de la périphérie. Donc, va débarrasser les vaisseaux de cholestérol et les amener vers le foie. Donc, baisse du bon cholestérol, si je peux m'exprimer ainsi, augmentation de l'aggravation plaquettaire, l'altération de la vasomotricité artérielle. Tout cela peut conduire donc à un spasme coronarien, aux lésions athéroscléreuses et tout.
De la même façon, une concentration importante de monoxyde de carbone circulant va altérer le transport normal de l'oxygène par l'hémoglobine. Donc, il y aura une hypoxie relative. Les organes ne seront pas bien perfusés, n'auront pas une bonne quantité d'oxygène à chaque fois. Alors, il y a également une substance particulière qui est la nicotine, qu'on retrouve dans le tabac, mais qui n'a pas vraiment d'implication cardiovasculaire, mais plutôt beaucoup plus responsable de la dépendance. Alors, nous allons aborder l'hypertension artérielle également comme facteur cardiovasculaire modifiable. Ici, nous tenons à dire que les dernières recommandations de l'USC 2024 montrent qu'il y a une nouvelle classification de l'hypertension artérielle. C'est par exemple lorsque la tension est inférieure à 126/70, on va parler d'une tension non élevée. Lorsque c'est entre 120 et 140 pour la systolique, et puis 70 et 90 pour la diastolique, on va parler donc d'une élévation de la pression artérielle. Et on va parler d'hypertension artérielle quand cette tension systolique sera supérieure ou égale à 140 et la diastolique supérieure ou égale à 90. Pour faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, il y a plusieurs méthodes. Mesure au cabinet, auto-mesure par la règle des 3, et puis la MAPA, qui est la méthode de référence d'ailleurs pour le diagnostic et même le suivi de l'hypertension artérielle. Alors ici, nous avons expliqué un peu les conséquences de l'hypertension artérielle sur le système cardiovasculaire. Donc, l'hypertension, pour résumer, va entraîner donc des dommages au niveau des organes cibles. Et donc, ces organes cibles, c'est les yeux, c'est le cerveau, c'est le cœur lui-même, c'est les reins, c'est les artères, les petites artères et les grosses artères, bien sûr. Et donc, c'est comme ça, quelqu'un qui est hypertendu, qui n'est pas suivi pendant des années, va développer une rétinopathie hypertensive, va faire un AVC hémorragique, ainsi de suite, va développer une insuffisance rénale à la longue. Et lorsque ces atteintes d'organes cibles s'installent, c'est également un tournant décisif parce que là, le patient, on devra le suivre, il devra venir à l'hôpital à chaque fois pour des bilans, il devra avoir un suivi régulier, ce qui va augmenter le coût direct et le coût indirect dont j'avais parlé plus tôt du moins. Ici, je montre un peu le poids de l'hypertension artérielle en Afrique et dans le monde. Un tiers de la population mondiale est hypertendue. Et dans ça, pratiquement la moitié n'est pas diagnostiquée. Pratiquement la moitié également, je parle du monde bien sûr, n'est pas traitée. Et parmi ceux qui sont traités même, il y a environ 23% qui n'est pas contrôlé. Donc, ces chiffres-là nous interpellent par rapport à l'hypertension artérielle. Elle est très fréquente. Dans la plupart des cas, elle n'est pas diagnostiquée. Quand elle est diagnostiquée et le patient est mis sous traitement, généralement, le patient n'est pas contrôlé. Ce qui fait donc de l'HTA un facteur de risque cardiovasculaire important. Ici également, c'est pour montrer que la prévalence de l'hypertension artérielle a vraiment grimpé de 90 à 2019. En Afrique, on est passé de 45 millions d'hypertendus à 106 millions. Ça a doublé, ça fait presque 2,5. Et ici, la part importante de l'artère, nous voyons que de 2019 à 1990, les décès liés à l'hypertension artérielle sont passés, en fait, en termes d'ischémie myocardique, sont passés de 9%, de 7% à 9% du moins. En termes d'AVC, sont passés de 5% à 6%. Donc, si on prend la proportion de ceux qui sont décédés et qui sont hypertendus, en 90, 7% de décès étaient liés, 7% de ceux qui faisaient un infarctus du myocarde étaient liés à l'HTA. Mais en 2019, on a remarqué que cela est passé à 9%, ainsi de suite. Donc, l'HTA prend plus d'ampleur en termes de prévalence, mais également en termes de mortalité. Nous allons aborder le diabète. Nous savons tous que le diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par un excès de sucre dans le sang. Le diagnostic, il est biologique avec la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, et on peut même aller à l'épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale pour faire ce diagnostic-là. Le diabète augmente le risque cardiovasculaire de 2 à 3 fois dans les deux types, que ce soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, mais beaucoup plus avec le diabète de type 2. Avec le diabète de type 2, le risque cardiovasculaire est beaucoup plus élevé. Et le diabète va entraîner donc des complications microvasculaires, macrovasculaires. Et ce sont ces complications macrovasculaires qui entrent dans le compte des complications
dont nous allons parler tout de suite, là, les maladies coronariennes, les AVC, artériopathie oblitérante de membres inférieurs. Et là, nous montrons un schéma qui montre les organes cibles que le diabète peut atteindre. Nous voyons, il y a les AVC, il y a les cardiopathies ischémiques, le diabète peut atteindre les reins, peut atteindre les artères, peut atteindre les nerfs, un peu de tout, même les yeux. Donc voilà, donc une bonne partie des AVC, une bonne partie des cardiopathies ischémiques, une bonne partie des néphropathies sont dues à ce facteur de risque cardiovasculaire important qui est le diabète. Abordons à présent la surcharge pondérale. La surcharge pondérale, voilà, on l'exprime par l'indice de masse corporelle qui est le poids divisé par la taille au carré, et la normale c'est entre 18, 50 et 25. Ici, nous avons montré un schéma pour montrer donc la classification, quand est-ce qu'on dira que c'est normal, quand est-ce qu'on dira que le patient est obèse. Alors déjà à partir de 25 à 20, déjà il est en obésité, qu'on va classer en obésité modérée, sévère ou morbide, ainsi de suite. Et nous allons faire un petit focus sur le syndrome métabolique, qui est une association d'obésité centrale définie par le périmètre abdominal supérieur à 94 chez l'homme, supérieur à 80 chez la femme, associée à au moins deux des facteurs suivants: hypertriglycéridémie, hypo-HDL ou bien hyperglycémie ou chez un patient diabétique. Alors, ce petit schéma, c'est pour montrer l'impact ou bien les conséquences du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique va entraîner une intolérance au glucose ou carrément un diabète de type 2, une résistance à l'insuline, la dyslipidémie, la stéatose hépatique, et va induire aussi une hypertension artérielle. Donc, il y a une relation entre tout cet ensemble-là. La sédentarité, qui est également un facteur de risque cardiovasculaire important et fréquent, défini comme un mode de vie sédentaire, entraînant donc un déséquilibre calorique. Cela est également, pour monnayer cela, on dira que c'est défini par le temps passé assis ou allongé, sans autre activité physique entre le lever et le coucher. Je rappelle qu'on peut être physiquement actif et être sédentaire. C'est important. Ce n'est pas parce qu'on a une activité physique qu'on n'est pas sédentaire. On peut bien avoir une activité physique, mais être sédentaire. Et ici, je vais résumer en disant que lorsqu'on lutte contre la sédentarité, on lutte également contre beaucoup d'autres choses. On lutte contre la sédentarité, on lutte contre la mortalité. On lutte contre la sédentarité, on lutte contre la survenue du diabète type 2, on lutte également contre la survenue des maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Je veux montrer par cette diapositive que quand sédentarité et surpoids s'associent, ça multiplie l'effet. Et en quelque sorte, ces deux éléments-là associés, c'est comme un cocktail Molotov. Généralement, vous allez voir les patients qui sont sédentaires, qui ont un surpoids cardiovasculaire. C'est peut-être lui qui a fait un AVC déjà, qui est hypertendu, ou bien qui a déjà fait une cardiopathie ischémique, ainsi de suite. Donc, il faudra faire attention à ces deux éléments-là, ces deux facteurs de risque cardiovasculaire. Nous allons aborder la dyslipidémie. Ici, nous allons parler de l'hypercholestérolémie, qui est également un facteur important de la maladie coronarienne. Ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'hyper-LDL cholestérolémie, l'hypo-HDL cholestérolémie. Il faut se rappeler également que l'hyper-HDL cholestérolémie est protecteur dans une certaine mesure tant que HDL cholestérol n'est pas supérieur à 1 g par litre. Bon, ici, j'ai prévu expliquer l'athérogenèse, comment on va partir de l'hypercholestérolémie pour finir par avoir une plaque d'athérome, laquelle plaque d'athérome peut évoluer en progressant et finit par donner une obstruction artérielle, ou bien il y aura une rupture de plaque avec comme conséquence un AVC ischémique, comme conséquence un infarctus du myocarde, ainsi de suite. Dans le même temps, une autre conséquence de cette formation de plaque d'athérome est l'anévrisme artériel, parce que la paroi artérielle va se fragiliser avec le temps. Alors, nous allons aborder les facteurs protecteurs, parce que s'il existe des facteurs de risque, c'est qu'il y a aussi des facteurs protecteurs. Les facteurs protecteurs sont au nombre de 2 à 3. Nous allons insister ici sur l'activité physique essentiellement, la consommation des fruits et légumes. Je crois que la présentation suivante va mieux aborder ces aspects-là avec l'intérêt ou le bénéfice qu'on a en faisant régulièrement de l'activité physique et en consommant régulièrement de fruits et légumes.
Alors, j'ai dit que je ne vais pas finir sans dire un mot sur la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire. Et c'est juste en une seule diapositive. Ça, c'est un ensemble de plaquettes que j'ai vues au ministère de la Santé, au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Et ça a attiré mon attention. Je les ai regroupées et je les ai affichées ici. Alors, c'est 30 minutes d'activité physique par jour, 0 alcool, 0 tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour. Et voilà, 3P également, qui est l'alimentation peu salée, peu sucrée et peu grasse, qu'on résume sous l'acronyme 00530 3P. Et alors, je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Vos questions et vos apports sont les bienvenus. Merci. Merci, docteur David, pour la présentation. Vraiment, nous avons vraiment beaucoup gagné, beaucoup appris. Et si nous voulons nous rappeler à tous, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement dans le chat avant que nous passions à la deuxième présentation. Ceux qui ont des questions peuvent commencer à écrire dans le chat. Merci. Passons. Passons à la deuxième présentation qui sera faite par le docteur Joyce Oumenou. Et cette présentation va porter sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Dr. Joyce est médecin cardiologue et elle est promotrice d'une clinique privée, la clinique Précieux au Bénin. Alors, Dr. Joyce, vous avez la parole. Merci, docteur. Je remercie toute l'équipe de la CMB de me recevoir cet après-midi pour parler de prévention cardiovasculaire. C'est toujours un plaisir et une passion pour moi de parler de prévention cardiovasculaire. Alors, j'attends qu'on autorise mon ordinateur à rejoindre. En attendant, docteur Kouanou peut peut-être m'aider à projeter la présentation que je lui ai envoyée. Docteur Kouanou est en ligne, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider à projeter? Oui, juste 30 secondes, s'il te plaît. D'accord. Super. Je suppose que mon écran est visible maintenant. Oui, c'est tout bon pour moi. Alors, nous allons continuer sans perdre plus de temps. Il m'a été demandé de vous parler de la prévention des maladies cardiovasculaires et cet exercice a été facilité par la brillante présentation de mon collègue Dr Bokodaro tout à l'heure, qui a abordé les facteurs de risque cardiovasculaires. Parce qu'en matière de prévention quant aux maladies cardiovasculaires, le tout va reposer sur cette base-là, qui est la connaissance des facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, on va continuer. Diapo. J'aime bien commencer ce type d'exercice en faisant un quiz. Mais vu que Dr Bokodaro a déjà répondu à la question en présentant, pour ceux qui ont été attentifs, je ne vais plus poser cette question-là. Sinon,
J'allais vous demander quelle est la première cause de mortalité au plan mondial et j'allais laisser 3 personnes s'atteler à choisir une réponse parmi toutes celles que nous voyons. La réponse a déjà été choisie tout à l'heure et c'est bien les maladies cardiovasculaires. On peut évoluer diapo. Et nous allons aller suivant un plan classique que vous voyez dans la diapo suivante. On va revenir sur quelques généralités sans jamais détailler ce qui a déjà été présenté. On parlera de quelques signes d'alerte parce qu'il faut pouvoir connaître les signes d'alerte quand même. Je vais revenir dessus dans la suite, apprendre à écouter son corps, c'est également connaître les signes d'alerte avant d'entrer dans le vif du sujet de la prévention. Donc, passons à l'introduction, diapo suivante. Dr. Kouanou, nous suivez, diapo suivante. Pour commencer, on va répéter, parce qu'on ne le dira jamais assez, on va répéter que les maladies cardiovasculaires représentent aujourd'hui la première cause de mortalité au plan mondial. C'est-à-dire que quand on a tout oublié ce soir, il faut au moins qu'on retienne ensemble cette information-là. C'est la première cause de mortalité au plan mondial. Et nous insistons parce que c'est une information qui paraît méconnue de la population et même parfois des pouvoirs publics. Donc, information à retenir. Et parmi ces maladies-là, il y en a une dont on entend beaucoup parler, c'est exprès que je l'ai mise en avant ici, l'AVC qui constitue quand même aujourd'hui la deuxième cause de mortalité au plan mondial, la première cause de handicap acquis, la première cause pour laquelle quelqu'un va se retrouver paralysé, ce qui a un impact important sur le quotidien, et autres complications cardiovasculaires que nous allons voir dans la suite. Abordons quelques généralités. Puisque nous parlons du cœur, il est important que nous comprenions ce dont nous parlons. Et puisqu'on est ici, pas que médecin, on va aller en termes basiques. Donc, le cœur, c'est cet organe que nous avons tous à l'intérieur de notre poitrine et qui a pour rôle d'envoyer le sang aux différents organes du corps à travers des tuyaux qu'on appelle les artères. Et quand le cœur envoie le sang à ces organes-là, le tout lui revient à travers d'autres tuyaux qu'on va appeler les veines, et tout ça constitue le système cardiovasculaire. Et quand on parle de maladie cardiovasculaire, diapo suivante, elle désigne toutes les atteintes de ce système que nous avons présenté. La maladie cardiovasculaire, en termes basiques pour que tout le monde comprenne, c'est toute atteinte, toute maladie qui va toucher une partie de ce circuit qui représente le système cardiovasculaire. Parlant des facteurs de risque cardiovasculaire, diapo suivante, ils ont été bien expliqués par notre collègue Dr Bokodako, donc on ne va pas y revenir. Juste insister sur le fait qu'il faut retenir la notion de facteurs de risque modifiables et non modifiables, diapo suivante. Les facteurs de risque modifiables, c'est important de les connaître parce que c'est eux qui représentent la bonne nouvelle dans ce jeu auquel nous nous attelons. Ce sont ces éléments sur lesquels on pourra agir pour pouvoir éviter de développer une maladie cardiovasculaire, pouvoir équilibrer un facteur de risque cardiovasculaire quand il est présent. Les facteurs de risque non modifiables, c'est vrai qu'on ne choisit pas son âge, son sexe et ses antécédents, mais on peut toujours prévenir quand on est porteur de ces facteurs-là. Parmi ces facteurs-là, diapo suivante, il y a un qui nous intéresse beaucoup parce qu'il va faire objet de plusieurs actions dans le processus de prévention. C'est l'hypertension artérielle. On va prendre 2 minutes pour insister sur ce facteur. Parce que l'hypertension artérielle représente aujourd'hui la première cause de décès par maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire que parmi tous les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, c'est le principal facteur et c'est la première cause qui va conduire à un décès par maladie cardiovasculaire. Et ce diagramme-là, pour que nous voyions certaines informations ensemble, vous allez voir des chiffres qui sont un peu éparpillés sur les différents organes représentés dans 6 cercles au total. Je veux que nous regardions le cercle en haut à droite où c'est représenté un cerveau. C'est pour dire que l'hypertension artérielle multiplie par 8 le risque d'accident vasculaire cérébral. Juste en face, dans le rond en rouge, multiplie par 7 le risque de développer une insuffisance cardiaque
c'est-à-dire le risque que le cœur s'affaiblisse et ne puisse plus jouer son rôle. Juste en dessous, multiplie par 3 le risque qu'on ait un infarctus du myocarde, qu'on appelle communément crise cardiaque, très important de retenir ça. Et juste en dessous de cela, vous allez voir un rond où c'est mis le chiffre 6, hypertension artérielle multiplié par 6, le risque de développer une insuffisance rénale et de se retrouver en dialyse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le thème insuffisance rénale. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire agissent selon un processus diapo suivante que nous allons juste nommer, ce n'est pas le but de notre présentation aujourd'hui. La plupart de ces facteurs vont conduire à un processus qu'on appelle athérosclérose. Pour qu'on retienne ce processus-là qui va conduire aux complications cardiovasculaires plus graves, vous avez 2 tuyaux devant vous. Ces tuyaux-là, c'est pour schématiser les artères, les tuyaux à travers lesquels le cœur nourrit nos organes. Un tuyau à gauche où c'est écrit artère normale et un à droite où c'est écrit artère rétrécie. Et vous voyez que là où c'est mis artère rétrécie, là, il y a des dépôts qui sont dans le tuyau. C'est parce que ça va réduire le passage du sang. Et si c'est le tuyau qui conduit le sang au cerveau, conséquence, il y a une zone du cerveau qui sera privée d'apport de sang, on aura une complication. Si ce tuyau-là va au cœur, même processus, une zone du cœur sera privée d'apport de sang et on aura ce qu'on appelle une ischémie pour dire que les cellules qui sont là vont mourir en griffe. Ensuite, diapo suivante, une image qui illustre mieux ce processus qu'on a expliqué tout à l'heure pour la survenue d'un AVC ischémique. On va passer dessus sans trop s'attarder. Diapo suivante. Toujours une illustration pour qu'on comprenne mieux l'impact des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment celui de l'hypertension artérielle. On insiste encore, premier facteur de risque cardiovasculaire et première cause de décès par maladie cardiovasculaire. Quand on prend les AVC, accidents vasculaires cérébraux, qui sont de plus en plus présents aujourd'hui, non seulement chez les personnes âgées, mais également dans la jeunesse, on se rend compte que la principale cause, c'est bien l'accident vasculaire cérébral qui multiplie par 8 ce risque. Et au niveau du cerveau, les tuyaux que nous avons montrés, ils sont très fragiles. Donc, si vous vous retrouvez avec une pression artérielle très élevée, à un moment donné, les tuyaux ne pourront pas supporter la pression. Ils peuvent éclater et ça va saigner dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle accident vasculaire cérébral hémorragique pour parler de cette forme-là qui est très redoutable quand on parle d'AVC. On va évoluer. Nous avons dit qu'avant d'arriver sur la prévention proprement dite, il faut qu'on puisse quitter ici en ayant à l'esprit que devant tel ou tel signe d'alerte, il faut courir. Parce que quand on parle des maladies cardiovasculaires et quand on arrive sur les grosses complications, la prise en charge devient une course contre la montre. Donc, globalement, pour toutes les maladies cardiovasculaires, quels sont les signes qui doivent nous inquiéter quand on prend parmi toutes les maladies cardiovasculaires? Quand quelqu'un ressent une douleur dans la poitrine, il doit se demander si c'est le cœur qui souffre. Est-ce qu'il y a une crise cardiaque qui a commencé? Quand quelqu'un ressent une difficulté à respirer, un essoufflement devant la moindre gêne respiratoire, il faut questionner le cœur. Devant des palpitations, le fait de ressentir les battements de son cœur, parce qu'à l'état normal, il bat, mais on ne ressent pas les battements. Devant ce signe-là, il faut questionner le cœur. Devant quelqu'un qui ressent des vertiges, qui se sent un peu étourdi, qui s'est senti un peu parti, qui est revenu, ou même une fatigue inhabituelle, il faut pouvoir questionner le cœur, sachant que ces signes-là peuvent être plus subtils. On continue avec la diapo suivante, toujours dans les signes d'alerte, avant d'aller à la prévention. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, parlant des signes d'alerte, nous allons parler cette fois-ci de 2 signes, des signes de 2 pathologies qu'on rencontre souvent. On commence par l'AVC, pathologie qui inquiète beaucoup et puisque des gens du grand public sont avec nous, comment suspecter que quelqu'un fait un AVC devant vous? Toute personne qui commence par se plaindre que l'un de ses membres, que ce soit au niveau du pied ou de la main, est faible, il faut s'inquiéter. Ou qu'il sent une lourdeur sur un côté au niveau de ses membres, il faut s'inquiéter. Ça peut aller dans les formes plus dramatiques à la paralysie. Pour discuter avec quelqu'un, vous voyez que le visage est dévié d'un côté, il faut s'inquiéter. Quelqu'un qui parlait normalement et qui tout d'un coup n'arrive plus à s'exprimer, ou qui s'exprime mais que vous ne comprenez pas ce qu'il dit, il faut s'inquiéter. Quelqu'un qui tombe subitement, qui perd connaissance, s'évanouit devant vous, cela doit inquiéter. Chez les personnes plus âgées, ça peut être plus subtil, quelqu'un qui est
tout à fait sur ses deux pieds, mais qui ne reconnaît plus les gens, qui est confus, qui s'agite, qui devient violent, on doit se demander si le cerveau a subi une complication. Diapo suivante. Parlant des signes d'alerte, cette fois-ci sur le cœur. Diapo suivante. Il y a d'autres signes d'alerte que nous devons retenir. C'est ceux devant lesquels on doit se demander est-ce qu'il y a une crise cardiaque. Et ils regroupent ce que nous avons cité comme signes généraux de maladies cardiovasculaires. C'est une douleur dans la poitrine, c'est l'essoufflement, ce sont les palpitations qu'on a décrites, c'est la perte de connaissance ou l'étourdissement, sachant qu'ils peuvent être encore atypiques. Ces signes-là, nous devons apprendre déjà à les intégrer, à reconnaître ces signes d'alerte-là avant de parler de prévention. Parce que la prévention, elle s'articule souvent selon deux actes. Elle est primaire, c'est ce sur quoi nous allons beaucoup insister dans les diapos qui vont suivre, et elle est aussi secondaire. Donc, être à l'écoute de son corps, c'est aussi la base quand on parle de maladies cardiovasculaires. Allons à la prévention des maladies cardiovasculaires. Et on va rester très pratique pour que cela puisse être utile au grand public. Dans l'alimentation, quand vous rencontrez les cardiologues, ils vous donnent souvent une consigne. Et on dit souvent manger moins salé, moins gras, moins sucré. Et les gens se demandent en pratique qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'on commence toujours par le sel. C'est parce que entre le sel et votre pression artérielle, il y a un lien qui est très fort. Plus on mange salé et plus la pression artérielle sera élevée. C'est un lien vraiment direct entre les deux. Et voilà pourquoi on commence toujours par le sel. Surtout que tout à l'heure, dans les rappels, nous avions dit que l'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire et la première cause de décès par maladie cardiovasculaire. Donc, la prévention souffrait qu'on puisse s'accentuer un peu sur ce facteur-là. Moins gras, moins sucré. Nous l'avons vu ensemble dans les facteurs de risque qui ont été présentés, dans la première présentation, pardon. Moins gras parce que c'est en rapport avec tout ce qui a très haut cholestérol. Quand on parle du gras, c'est pour qu'il n'y ait pas trop de mauvais cholestérol qui s'accumule dans l'organisme et qui aille boucher les tuyaux qui conduisent le sang aux organes, les artères. Comme nous l'avons vu sur une image précédente dans les rappels. Cette image, nous l'avions mise là à juste titre pour montrer l'athérosclérose, les dépôts qu'il y avait dans les artères. Et ces dépôts, leur constitution, le composant le plus important, c'est le cholestérol, le mauvais cholestérol. Voilà pourquoi on demande souvent de manger moins gras. Après, on dit moins sucré. On a vu ensemble dans les facteurs de risque de diabète qui peut venir d'une alimentation trop sucrée. Et diapo suivante, par rapport à la recommandation de manger moins salé, la diapo qui suit, j'aime bien la montrer quand on parle de sel. Chez nous au Bénin, diapo suivante. Quand on parle de sel, consommation de sel chez nous au Bénin, j'aime bien montrer cette diapositive-là. Parce que c'est une étude qui avait comparé plusieurs pays au plan mondial, pas seulement en Afrique, au plan mondial pour la consommation de sel et qui s'était rendu compte que le Bénin apparaissait comme 4e plus grand consommateur de sel au monde. Donc, ce type d'information doit nous interpeller. Ce n'est pas dans la consommation de sel que nous devons briller au niveau des classements au plan mondial. Et il faut que nous puissions revoir l'alimentation déjà depuis la base. Tout à l'heure, on a dit que la plupart des facteurs de risque cardiovasculaire, ils vont créer des complications à travers le processus d'athérosclérose. Ce processus, figurez-vous, je vais te dire une information qui va peut-être choquer. Ce processus commence par se développer depuis l'enfance. Déjà, chez un enfant de 5 ans, le mauvais cholestérol peut commencer par se mettre en place dans les tuyaux et ça prend du volume. La plaque va prendre du volume jusqu'à l'âge adulte. Et au lieu qu'il attende d'avoir 60, 70 ans, comme dans les temps anciens, pour développer une crise cardiaque, un AVC, à la trentaine déjà, il va présenter un AVC. Comme on peut le remarquer aujourd'hui, et souvent on se demande pourquoi est-ce que on voit des jeunes qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui font des crises cardiaques. C'est parce que les conséquences, on commence par les accumuler depuis l'enfance. Donc, alimentation, faisons attention. On va évoluer dans la diapo suivante. Parlant de l'alimentation,
Nous avons parlé de ce qu'il faut réduire, notamment le sel, le gras et le sucré. Maintenant, on va parler de ce qu'il faut privilégier. Parce que en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, il n'y a pas d'interdit. Peut-être que la question allait venir plus tard, je réponds en même temps avant que ça ne vienne. On ne vous dira jamais tel aliment ou tel aliment représente un totem. Si quelqu'un vous dit ne mangez pas telle chose, vous dites non, il n'y a pas de totem, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Il y a des choses à réduire et il y a d'autres à privilégier. Celles qu'il faut privilégier pour votre cœur, ce sont les fruits et ce sont les légumes. Et classiquement, les gens recommandent de manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Beaucoup se demandent en pratique comment faire pour atteindre les 5 portions de fruits et légumes par jour. Et d'autres trouvent ce conseil-là même utopique dans la réalisation. En fait, ce n'est pas très compliqué à réaliser. De façon pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Le matin, au petit déjeuner, vous prenez un fruit. À midi, vous prenez un fruit au dessert et le soir, vous prenez un fruit au dessert. On est à 3 fruits. Pratique. Par rapport aux légumes, vous choisissez de les mettre dans votre assiette du midi et du soir. Ça fait 2 portions de légumes et ça fait 5 portions de fruits et légumes. On a fini de respecter cette recommandation-là. Et diapo suivante, nous allons constater qu'au niveau de l'apport de légumes, les gens sont encore plus regardants au fil du temps. Vous allez voir, j'ai mis 2 assiettes, une à gauche et une à droite. C'est pour représenter l'assiette équilibrée selon les recommandations pour protéger les vaisseaux, les tuyaux qui conduisent le cœur, le sang aux organes, pardon. Et à gauche, il y a 3 couleurs dans l'assiette, une partie verte, une jaune et une qui est en rouge. La partie verte, c'est pour représenter l'apport en légumes. Avant, on disait qu'il faut que les légumes occupent au moins le tiers de l'assiette. On continue encore de le dire parfois en pratique parce que les gens vont arriver progressivement à ce qui est recommandé. Et maintenant, beaucoup disent plutôt il faut que les légumes occupent 50%. Sur l'image qui est à droite, vous allez voir que la partie verte, elle occupe un peu plus de place. Ça fait la moitié de l'assiette. Pour dire qu'en pratique, nous mangeons très peu de légumes. Alors que nous avons la chance d'être dans un pays où nous avons facilement accès aux légumes. Les légumes, on en a beaucoup. Et nous, au Bénin, on en dispose facilement. Et il n'y a pas un type spécifiquement qui est recommandé pour les légumes verts. Autre bénéfice, c'est que tout à l'heure, on parlait du cholestérol et on disait que c'est le mauvais cholestérol qui s'accumule dans les vaisseaux. Quand vous mangez des légumes, ça permet de rééquilibrer la balance en termes de cholestérol. On aura plus de bon cholestérol et le taux de mauvais cholestérol sera réduit. Donc, très important dans la pratique. Alors, diapo suivante. Quand on quitte l'alimentation de base, on va essayer de pratiquer une activité physique régulière. Parce que si nous avons bien suivi ensemble, on a parlé des facteurs de risque en abordant la sédentarité et l'inactivité physique. Et il a très bien expliqué, parce qu'il faudrait que nous puissions faire la différence. Sédentarité, c'est le fait, par exemple, d'être dans son bureau du matin au soir, de ne pas se lever, ou d'être dans sa boutique devant un étalage du matin au soir sans se lever. Alors que l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas pouvoir trouver du temps pour faire 30 minutes d'activité par jour ou au minimum 3 fois par semaine. Et pour cela encore, beaucoup vont me dire, oh non, activité physique, c'est compliqué. Moi, je sors très tôt et je rentre très tard, donc je ne peux pas aller en salle de gym. Alors que ce qu'on va vous donner comme conseil en pratique, vous n'êtes pas obligé d'aller en salle de gym. Faites de la marche rapide. Vous sortez et dans votre cours, vous faites 30 minutes de marche. Mais quand on parle de marche, c'est vraiment de la marche rapide. Parce que quand vous marchez comme si vous accompagnez un visiteur qui est venu vous voir, le cœur, il est déjà habitué à cette tâche-là comme étant son mode de vie. Il faut accélérer un peu pour qu'il y ait de l'effort. Et d'autres vont me demander quel est le critère de mesure. Ce que je dis en pratique, c'est que dès que vous avez fait l'effort et que ça vous a fait transpirer, à ce moment, vous avez fait une activité physique. Tout effort que vous avez fait sans transpirer, il n'y a pas eu d'activité physique. Le cœur n'a rien ressenti. Ou un baromètre grossier, si vous voulez. Et chacun choisit ce qu'il aime faire. À part la marche rapide, ça peut être de faire du vélo, un tapis de marche chez soi, du sport d'équipe en groupe, ou même le fait de danser, de faire la natation. Tout est valable. Chacun choisit ce qu'il aime faire pour que ce soit plus facile. Maintenant, par rapport à la sédentarité, le conseil, c'est qu'après 1 heure en position assise, vous pouvez toujours quelques minutes pour vous lever et marcher, même dans votre bureau. Moi, je le fais dans mon bureau, donc pas besoin de sortir. Quelle que soit votre activité, même dans une boutique,
Au bout d'1 heure, 2 heures, levez-vous, faites quelques pas et revenez vous asseoir. Et ainsi, le problème de sédentarité est réglé. Vous avez sur cette diapositive des autres bénéfices de faire du sport. En dehors de lutter contre les maladies cardiovasculaires, ça permettra bien évidemment d'équilibrer son IMC, donc de ne pas entrer dans l'obésité, de mieux gérer le stress. Nous allons venir dans les conseils tout à l'heure au stress. Ça va permettre d'avoir un cœur plus entraîné. Quelqu'un qui fait de l'activité physique régulièrement aura un cœur plus entraîné que celui qui n'en fait pas du tout. Et si jamais les deux se retrouvaient confrontés à une attaque cardiaque, pour employer ce thème basique-là, c'est-à-dire une crise cardiaque, celui qui a le cœur plus entraîné va développer moins de complications que celui qui ne fait pas du tout d'activité physique, qui n'a pas un cœur entraîné. Bien sûr, ça permet d'équilibrer plus facilement la pression artérielle et de réduire aussi le taux de mauvais cholestérol en privilégiant le bon cholestérol. Donc, beaucoup d'avantages pour l'organisme. On va continuer, diapo suivante. Et il y a un point qui est aussi très important dans nos habitudes de vie, c'est de pouvoir limiter notre consommation d'alcool. C'est vrai que vous allez lire sur ma diapo, j'ai mis ce que les sociétés savantes donnent comme recommandation. Ne pas dépasser 20 grammes par jour pour un homme, ne pas dépasser 10 grammes par jour pour un homme. Mais classiquement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous ne sommes pas obligés de consommer de l'alcool tous les jours. Première information, ce n'est pas tous les jours que vous devez prendre de l'alcool. Et chaque type d'alcool avec son verre. C'est-à-dire que vous allez voir de la gauche jusqu'à la droite, il y a plusieurs verres avec ce que ça représente. Donc, on est bien d'accord qu'on ne va pas servir du vin dans le verre à bambou utilisé pour la bière pour dire qu'on a pris un verre d'alcool aujourd'hui. On se serait menti et on se serait fait du tort parce que ce n'est pas une autre personne qui va recevoir ce tort-là. Donc, ça va poser polémique parce que même les sociétés européennes aujourd'hui ont tendance à dire zéro alcool. Mais la question revient toujours quand les patients viennent vers nous. Ah non, moi, je ne peux pas laisser complètement. J'aime bien prendre du vin rouge au repas. Dans ce cas, je ne dis jamais non. Parce que quand on lit dans les études, on se rend compte que le vin rouge contient des antioxydants. Donc, selon les habitudes de vie de chacun, on saura comment conseiller sans jamais dépasser 10 grammes d'alcool par jour, sachant qu'il faut le prendre occasionnellement. Comme ça, on ferme toutes les polémiques. On va évoluer toujours dans nos habitudes de vie. Il faut arrêter le tabac. Vous allez voir que tout à l'heure, au niveau de l'alcool, j'essaie d'être gentil, j'ai dit non, le vin rouge, on peut autoriser, mais il faut réduire tout l'alcool. Par contre, au niveau du tabac, il n'y a pas de restriction de nuance. Il faut simplement arrêter. Parce que même si vous fumez 2 cigarettes par jour ou que vous fumez 10 cigarettes par jour, le risque pour le cœur est toujours là. Le collègue l'a largement expliqué dans la présentation antérieure. Donc, il faut rester loin. Et même si vous ne fumez pas et que vous restez dans un environnement de quelqu'un qui fume, le risque cardiovasculaire, il est bien là. Le risque est pratiquement le même pour la chicha. Chez ceux qui prennent régulièrement de la chicha, le sang devient plus visqueux. Ils ont un risque plus élevé de développer des caillots dans le sang et d'avoir les complications cardiovasculaires dont nous avons parlé. Donc, la chicha, il faut s'en éloigner. Et sachant que ce facteur de risque est présent là dans notre jeunesse aujourd'hui, des pouvoirs de complications que nous touchons du doigt dans la réalité. J'ai déjà vu des patients qui ont fait une crise cardiaque qui ne touchaient pas le tabac, qui n'avaient pas d'hypertension, pas de diabète, rien du tout. Ensuite, facteur de risque très présent, je finis par lui. Il faut apprendre à mieux gérer le stress, apprendre à lâcher prise. Il ne faut pas se dire, telle situation dans ma vie, comme ce n'est pas encore contrôlé, moi, tout le temps, j'y réfléchis, je m'assieds. Et au moment de dormir, par exemple, je prends 1 heure à 2 heures à réfléchir à telle ou telle situation qui n'est pas réglée. Ce que moi, je dis en pratique, c'est que ce n'est pas nous qui décidons de quand est-ce que les solutions vont se présenter pour toutes les situations de nos vies. Chaque situation se règle en son temps et il faut que nous apprenions à mieux gérer le stress. Parce que c'est vrai que le stress, c'est une réaction normale de l'organisme, mais elle n'est pas sans danger, surtout pour le cœur. Les études ont montré qu'aujourd'hui, le stress, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. De trouver du temps pour se relaxer. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va trouver du temps pour se relaxer, prendre soin de soi. Ça passe, par exemple, j'ai mis juste des exemples à titre illustratif.
par la méditation. Quand vous avez un problème, parce que le stress vient souvent de la perception d'une situation externe comme un problème. Quand vous avez un problème en face de vous, une grosse situation non résolue, et que vous avez pu en parler à quelqu'un, que vous vous confiez, ça vous décharge déjà au moins des 2/3. Vous vous sentez soulagé, vous vous sentez plus léger. En fait, c'est un peu la même chose quand vous essayez de vous confier à Dieu. Même s'il n'y a pas d'amis, pas de conjoint à qui exposer un problème, entrez dans votre intimité et puis exposez ce problème-là à Dieu. Confiez-vous et une relation individuelle avec lui. Ça permet de se décharger mentalement. Trouvez du temps pour marcher parce que la marche permet en griffe de vider les émotions négatives. Et pour d'autres, ce sera le fait d'écouter une musique douce ou de pratiquer d'autres soins de détente. Chaque organisme étant unique. Mais, en gros, il faut trouver du temps pour la relaxation. Il faut pouvoir dormir durant un nombre d'heures suffisant chaque nuit. Je mets souvent 6 à 8 heures par nuit. C'est important parce que si ce nombre d'heures, le minimum de 6 heures par nuit n'est pas respecté, ça va poser problème. Vous allez me demander, et le cas de ceux qui font des gardes, il y a beaucoup de médecins ici, bien sûr, on va trouver du temps pour rattraper parfois en journée, selon le cas. À part ces consignes sur le mode de vie que nous avons abordé, il y a le cas de ceux qui ont déjà des facteurs de risque cardiovasculaire. Et j'ai fait cette image pour illustrer un peu. Quelqu'un qui a déjà une hypertension artérielle, par exemple, qui est le premier facteur de risque cardiovasculaire, ne va pas se limiter à dire, moi, je mange moins salé, moins gras, moins sucré, je fais du sport et puis c'est tout bon. Non. Il va essayer de prendre régulièrement le traitement que son cardiologue lui a prescrit et de se faire suivre régulièrement parce que parfois, quelques années, son niveau d'hypertension peut changer. Quand on est hypertendu et qu'on prend un traitement, c'est de pouvoir présenter une tension artérielle qui devient normale au fil du temps. Donc, pour quelqu'un qui a déjà un facteur de risque cardiovasculaire, c'est 2 choses. C'est non seulement toutes les recommandations que nous avons données pour assainir le mode de vie, mais c'est également le traitement prescrit par son médecin. Diapo suivante. Et pour les deux, quelqu'un qui n'a aucun facteur, diapo suivante, quelqu'un qui n'a aucun facteur aussi bien que quelqu'un qui a déjà un facteur de risque cardiovasculaire, ce sera d'apprendre à écouter son corps. Ce n'est pas la diapo suivante, je ne sais pas si le code me suit. OK. Apprendre à écouter son corps, apprendre à être à l'écoute de tous les signaux que notre cœur nous envoie, que nous pouvons ressentir dans n'importe quelle zone de notre corps, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les signes d'alerte. De mesurer régulièrement sa tension artérielle, puisque c'est la première cause de décès par maladie cardiovasculaire. Avoir un bilan de santé régulier pour ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, pouvoir vérifier la glycémie, le taux de cholestérol, les marqueurs des fonctions rénales, pour ne citer que ceux-là. Et la règle, toujours agir tôt pour éviter les complications. Donc, nous allons conclure. La pause suivante. On va conclure en disant que les maladies cardiovasculaires, oui, aujourd'hui, elles représentent un principal enjeu majeur de santé publique. Le dépistage est nécessaire parce que tout à l'heure, on a parlé de l'hypertension artérielle comme premier facteur de risque cardiovasculaire. Et à juste titre, vous avez bien programmé ce webinaire-là sur la journée consacrée à la lutte contre l'hypertension artérielle. Il y a le tueur silencieux, es-tu sans bruit? On peut avoir une tension artérielle très élevée et ne rien ressentir jusqu'au jour où on tombe parce qu'on est paralysé par un AVC. Donc, le dépistage est nécessaire dès que nous passons à l'âge adulte. Avoir un suivi adapté dès qu'il y a déjà la présence d'un des facteurs de risque cardiovasculaire pour éviter les complications et surtout avoir un mode de vie sain. Je vous remercie. Je finis par cette image sur la dernière diapo en disant ce message. Votre cœur est précieux. Prenez-en soin dès aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Dr. Joyce, pour cette présentation vraiment enrichissante sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Alors, nous avons vraiment beaucoup appris. Nous allons sans plus tarder passer à la phase de questions-réponses et nous allons
nous vous informons que vous pouvez lever vos mains si vous avez des questions. Le émoticône main levée, vous pouvez le signaler. Et nous allons commencer par les questions qui sont dans le chat. Déjà, nous voyons une question, la première question qui était écrite, c'était concernant la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité. Je pense que cela a été abordé dans la présentation. Nous vous donnons la parole pour répondre à cette question. Merci. Non. Alors, je me permets de prendre la parole par rapport à cette question. Effectivement, nous sommes revenus sur ces deux thèmes-là pour nuancer un peu dans la présentation. Ces deux thèmes portent souvent à confusion, la sédentarité et l'inactivité physique. Et pour mieux les comprendre, on prend des situations de la vie active pour mieux expliquer. Quand on parle de sédentarité, je suppose que moi, en tant que cardiologue, quand je viens le matin dans mon bureau, je suis assise du matin jusqu'à 16 heures et c'est quand je finis que je me lève et je rentre chez moi. Ou je suppose que j'ai une boutique où je vends des divers. Et quand je viens le matin, je suis assise du matin jusqu'au soir. Parce que je reste là et quand il y a un client qui vient, je vends, je donne la monnaie, je ne bouge pas. Il y a une assistante qui m'aide à remettre les produits qui sont achetés. Ça, c'est de la sédentarité. Parce qu'en fait, tout au long de la journée, on ne bouge pas. On passe plus de 2 heures à rester assis. Et pour régler ce problème, comme nous l'avons dit, au bout d'une heure, levez-vous, faites quelques pas sur place, là où vous êtes, sans forcément chercher à aller dehors et revenez vous asseoir. Parce que la conséquence directe, quand on est assis longtemps comme ça, des caillots peuvent se former au niveau des conduits qui ramènent le sang, dont nous parlions au départ. Le second type de conduit qui va ramener maintenant le sang au cœur, ce sont les veines. Elles passent partout dans l'organisme et également au niveau de nos membres inférieurs. Donc, dans les jambes, des caillots vont se former dans ces conduits-là et ils peuvent migrer jusqu'à boucher les artères qui doivent nourrir les poumons, donner ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. C'est très important. Quand on parle d'inactivité physique, c'est que quelqu'un peut être en train de suivre cette consigne que nous avons donnée. Donc, c'est-à-dire qu'après chaque heure, il se lève, il fait quelque part dans son bureau, il s'assied, il s'étire, mais il ne trouve pas du temps pour faire les 30 minutes d'activité recommandées par jour. Parce que classiquement, on dit que pour pouvoir faire ça 5 fois par semaine, les gens écrivent 150 minutes par semaine. Il n'a pas le temps de sortir, marcher, faire de la marche rapide ou autre activité parmi celles que nous avons citées. C'est de l'inactivité physique. Il va avoir un cœur qui n'est pas entraîné et qui peut rapidement développer de grosses complications devant toute atteinte du système cardiovasculaire. Voilà un peu la nuance que je peux faire pour mieux expliquer ces deux termes. Merci beaucoup, Dr. Joyce. La question venait de Madame Inès. Je ne sais pas si vous êtes satisfaite. Allô? Madame Inès. D'accord. La deuxième question était adressée au docteur David. Elle vient de Natomadine. La question, c'était par rapport à l'explication sur le risque identique pour tous les types de tabagisme. Docteur David, vous avez la parole. Oui, oui, l'intervenant demandait si nous pouvons expliquer davantage comment le risque est identique pour tous les types de tabagisme. Et nous l'avons bien dit, nous avons cité les différents modes de tabagisme, d'intoxication dont nous parlons. Nous avons parlé de la pipe, nous avons parlé de la cigarette roulée avec ou sans filtre, nous avons parlé de tabac, marché et autres. Donc, nous avons dit que pour ces différents modes d'intoxication, le risque cardiovasculaire, il reste identique. C'est pour dire en quelque sorte que on ne va pas dire que parce que je fume la pipe, j'ai un risque cardiovasculaire. En fait, je m'expose moins que quelqu'un qui fume les cigarettes roulées, par exemple. Non.
que ce soit la pipe que je fume, que ce soit les cigarettes roulées avec ou sans filtre, que ce soit le tabac même, à marcher ou autre, le risque cardiovasculaire reste identique. Mais j'ai fait une petite nuance en disant qu'avec la chicha, des études ont montré que avec la chicha, le risque cardiovasculaire est un peu plus élevé. Et puis aussi le risque cancérigène avec la chicha est un peu plus élevé que les autres. Donc c'est tout ce que je voulais dire en parlant de mode d'intoxication et risque cardiovasculaire identiques. Voilà. Merci, docteur David, pour les éclaircissements concernant le risque identique pour tous les types de tabagisme. La troisième question vient de docteur David Roundé-Tougan. La consommation régulière et modérée de vin aurait un effet protecteur contre les risques cardiovasculaires. Propos tenus par certains professionnels, y compris des médecins spécialistes. Qu'en dites-vous? Alors, nous vous laissons continuer avec cette question. D'accord, merci beaucoup. Je remercie mon aîné, le docteur David Roundé-Tougan, pour cette question. Alors, oui, nous l'avons même vu dans nos recherches également. Régulière et modérée, bien sûr modérée de l'alcool est protecteur, nous l'avons vu. Mais il y a une petite nuance à faire. Quand on dit que quelqu'un consomme modérément du vin, c'est des personnes qui généralement ont également un mode de vie plus ou moins sain. C'est des gens qui ont un mode de vie plus ou moins sain. Donc, on ne peut pas forcément dire que le bénéfice qu'on a en prenant du vin ou en prenant de l'alcool, on ne peut pas dire directement si c'est l'alcool qui donne ce bénéfice-là ou bien si c'est parce que ces personnes qui consomment du vin ont un mode de vie un peu plus sain. Donc, il est vrai que ceux qui prennent du vin régulièrement, chez eux, on a constaté que ça a un bénéfice. C'est indiscutable. Ça a un bénéfice. Mais est-ce que le bénéfice-là peut être imputable? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de la consommation modérée du vin? Ou bien c'est parce que ces personnes-là ont un mode de vie un peu plus sain? Parce que vous allez voir, ceux qui consomment modérément du vin, généralement, ceux qui prennent cette habitude-là, c'est des gens qui ont un peu les moyens également et qui peuvent se faire soigner facilement, qui font régulièrement leur bilan et qui font aussi d'une part attention à leur santé. C'est des gens qui généralement sont en consulte très souvent avec un bilan de santé qui fait peut-être chaque 6 mois ou bien chaque année et tout. Donc, il est regardant par rapport à sa santé, mais il consomme modérément ou régulièrement du vin. On dira que voilà, on dira que le vin a un effet protecteur chez lui. Mais on ne sait pas si c'est vraiment le vin ou bien c'est parce qu'en dehors du vin, il a un mode de vie un peu sain. Donc, c'est ça. Il est vrai que le vin, la consommation du vin est associée à une protection cardiovasculaire. Mais on ne peut pas dire avec certitude si c'est le vin ou si c'est le mode de vie un peu sain de cette personne-là. C'est ce que je peux répondre c'est ce que je peux donner comme réponse à cette question-là. OK, merci beaucoup, docteur David. Toujours par rapport à cette question, donnons la parole également au docteur Romenou. Parce qu'elle a légèrement abordé ce volet lors de sa présentation. Je vous remercie. Oui, j'ai abordé le volet parce que je savais que la question allait venir. Parce que chaque fois qu'on parle d'alcool, effectivement, dans la prévention, cette question revient. Et donc, moi, vu que la question m'est revenue plusieurs fois, je suis allée lire sur le sujet. Bon, partons du mode de préparation des vins. C'est fait à partir de quelque chose qu'on appelle la vigne. Et donc, c'est pour cette raison-là que les gens disent souvent que le vin est riche en antioxydants. Mais vu que à la base, c'est de l'alcool, sur chaque type d'alcool, on voit le pourcentage surtout d'alcool d'ailleurs. Vu que à la base, c'est de l'alcool, l'alcool en excès est toujours néfaste pour le cœur, pour le système cardiovasculaire. Donc, il y a les antioxydants qui sont là,
Et pour moi, le bénéfice vient de ces éléments-là qui font partie intégrante des éléments constitutifs du vin. Mais c'est de l'alcool, il faut y aller modérément. Quand on dépasse la consigne modérée, là, on tombe dans les complications liées à la consommation exagérée d'alcool. Donc, voilà un peu comment je cerne cette polémique-là. Merci beaucoup à vous deux pour les éclaircissements, les réponses à la question. Ce que moi je retiens, c'est qu'il faut être modéré, pas tenir cela comme excuse et bon, tomber également dans l'alcoolisme. La question suivante était par rapport aux fruits. Est-ce que les fruits sont contre-indiqués? Non, est-ce qu'il y a des fruits, pardon, qui sont contre-indiqués chez le sujet hypertendu? C'est Pleidos qui a posé cette question. Docteur Oumenou, qu'est-ce que vous en pensez? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre la question? J'ai été distraite 1 minute. OK. Y a-t-il des fruits contre-indiqués chez le sujet hypertendu? OK, merci pour la question. Donc, comme je le disais dans ma présentation, en termes de prévention cardiovasculaire, il n'y a aucune contre-indication d'aliment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet aliment-là où on dira c'est formellement contre-indiqué pour la santé cardiovasculaire. Globalement, les fruits sont riches en antioxydants et permettent d'avoir plus de bon cholestérol aussi. Donc, dans leur entièreté, nous les recommandons, ainsi que les légumes d'ailleurs. Et c'est pareil pour les céréales aussi. On demande souvent de prendre plutôt des céréales complètes parce que vous allez entendre des gens qui ont reçu des consignes comme quoi il ne faudrait pas prendre la pâte blanche, il ne faudrait pas prendre ceci, cela. Il n'y a vraiment pas de totem en fait. Il y a des choses à réduire, c'est le gras, le sel, le sucre. Et ce qu'il faut privilégier, ce sont les fruits, ce sont les légumes. Voilà ce que je peux dire. Merci, docteur Oumenou. Alors, toujours de la même personne, comment diagnostiquer un peu tôt les plaques de cholestérol? OK, merci pour la question. Par rapport à diagnostiquer tôt, je pense qu'elle a voulu dire les plaques d'athérome. Les plaques d'athérome que nous avons montrées tout à l'heure dans l'artère qui est considérée comme pathologique. C'est vrai que ces plaques-là sont majoritairement constituées de cholestérol. Donc, comment les diagnostiquer tôt? On ne va pas chercher à forcément les identifier formellement. On identifie des situations à risque de développer ces plaques. C'est par exemple l'hypertension artérielle qui n'est pas équilibrée. Celui qui a une hypertension artérielle qui est équilibrée, ce n'est pas le même risque. Celui qui a un taux de cholestérol élevé, on va réfléchir, on va se dire, par conséquent, il se peut qu'il ait facilement des plaques. Maintenant, chez des gens qui ont déjà des facteurs de risque cardiovasculaire, selon les indications encore, le cardiologue nuance, il fait des examens pour voir au niveau des artères qui ramènent le sang au cerveau, qu'on appelle les carotides. Elles sont situées au niveau du cou. On regarde l'échodoppler pour voir s'il y a des plaques. Et s'il y en a, on mesure pour voir à quel pourcentage est-ce qu'elles occupent la lumière par où le sang doit passer dans l'artère que j'ai appelé tuyau tout à l'heure. S'il y en a qui bougent déjà une artère qui nourrit le cœur, par exemple, on aura des conséquences. On va voir que la zone du cœur ne répond pas bien. Elle ne se contracte pas comme les autres. Et ainsi de suite. Donc, on sera guidé par les signes d'alerte que le corps va nous donner, que nous avons cité tout à l'heure, et aussi par l'aspect sur les différents examens qu'on va prescrire au cas par cas. C'est selon les facteurs de risque et selon les signes d'appel de chacun qu'on fait ces examens-là, pardon. Je vous remercie. OK, merci, docteur Oumenou. Donc, nous retenons que c'est au cas par cas. Alors, Monsieur Zopon voudrait savoir si quelqu'un qui sent de douleur au niveau de son cerveau, tout comme s'il y a une boule qui circule dans le cerveau, si c'est un signe d'AVC.
Je pense que cette question aussi vous est adressée. Alors, par rapport aux signes de douleur, je suppose qu'il parle des maux de tête, des douleurs au cerveau. Par rapport aux maux de tête ou aux autres signes qui s'y apparentent, effectivement, devant ces signes-là, il faut toujours se demander si quelque chose s'est passé au niveau du cerveau. C'est vrai qu'on a tendance à banaliser les maux de tête et moi, le cas, je l'ai encore vécu il y a quelques jours. Ce n'est que dimanche passé parce qu'on aime bien partager les anecdotes pour que tout le monde puisse toucher du doigt la réalité. Dimanche passé, j'ai reçu un jeune de 35 ans, donc il est vraiment jeune, qui avait des maux de tête depuis 3 jours. Et première expérience, il est allé se faire des soins pour calmer la douleur, il est rentré chez lui et puis ça a persisté. Et il n'avait pas d'hypertension artérielle, il n'y avait pas de diabète, aucun des facteurs de risque cardiovasculaire les plus classiques. Son seul facteur de risque cardiovasculaire, c'était le stress. Seulement qu'on est allé au scanner cérébral en se disant, bon, vu qu'il n'y a rien sur le cœur, pas de problème, on va vérifier s'il y a un AVC. Et il y avait un AVC. Peut-être même que le radiologue qui a fait son scanner est avec nous en ligne. Il y avait un AVC qui était confirmé, quoi. Alors qu'on espérait qu'il n'y ait rien. On s'est dit, on fait le scanner juste pour vérifier. Je partage cette histoire-là, ce vécu personnel pour vous dire que devant les maux de tête, il faut toujours aller vers le médecin qui va voir. Est-ce qu'il y a une présomption forte pour une atteinte du cerveau? Et en fonction, il saura s'il faut aller au scanner cérébral ou pas. Voilà. OK. Merci, docteur Oumenou. Monsieur Zokmo a précisé que ce n'est pas les maux de tête. Et il demande quelle disposition est-ce que la personne doit prendre si auparavant il y avait d'antécédents de diabète. Oui, la seule disposition qu'on puisse recommander ici, c'est qu'il voit son médecin. Parce que sans avoir examiné quelqu'un, on ne peut jamais répondre à distance, ce signe-là correspond à telle chose. Donc, c'est le conseil le plus utile qu'on pourra donner ici devant ce signe-là. Qu'il voit un médecin qui puisse aider à faire la part des choses. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, une multitude de pathologies. Ça peut être cardiologique comme ça peut être neurologique. Sans examiner, on ne peut pas répondre. OK, merci beaucoup, docteur Joyce. Madame Josana, ou bon, monsieur Josué, je dirais, demande comment est-ce qu'il faut comment faire le diagnostic de l'hypertension artérielle. Et nous allons passer la parole à docteur David. Docteur David, au code d'arrêt, je précise. OK. Oui, docteur Delia. D'accord. L'intervenant demande comment... C'est bien ça, j'espère. Comment faire le diagnostic de l'hypertension artérielle? D'accord. Bon, je vais d'abord commencer à préciser que le diagnostic de l'hypertension artérielle est facile. Ce n'est pas un diagnostic si compliqué, non. Et puis, c'est par la mesure de la pression artérielle qu'on fera ce diagnostic-là. Mais avant, on peut déjà demander au patient ou à la personne si elle présente certains symptômes tels que flou visuel, bourdonnement d'oreilles, céphalée. C'est des signes que l'on regroupe sous le thème les signes de Dieu la foi. Donc, on les appelle les signes de Dieu la foi, donc céphalée, bourdonnement d'oreilles, flou visuel, ainsi de suite. Donc, si le patient a ces signes-là, voilà, ça peut aussi aider, mais je précise que la plupart du temps, l'hypertension artérielle est symptomatique et asymptomatique, je vous l'ai dit. L'hypertension artérielle est asymptomatique, ça ne donne pas de symptômes, ça ne donne pas de signes, et c'est pour ça qu'on la qualifie même de tueur silencieux. C'est un tueur silencieux, ça ne donne pas de signes, et ce n'est qu'à la mesure de la pression artérielle. Lorsque vous avez votre tensiomètre à la maison ou bien lorsque vous venez à l'hôpital, on peut vous prendre la tension. À l'hôpital, ce sera donc une mesure au cabinet. À la maison, ce sera donc l'automesure que vous-même vous allez faire. Mais quand même des limites, et peuvent ne pas refléter vraiment le profil tensionnel, c'est-à-dire la tension réelle du patient.
On peut aller un peu plus loin en allant à la MAPA, qui est encore une autre mesure, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, où on vous place un appareil que vous gardez pendant 24 heures à la maison. Et cet appareil-là enregistre votre pression artérielle à une certaine fréquence. On décharge l'appareil le lendemain pour voir quel a été le profil de la tension sur les 24 heures. C'est plus fiable. Donc, c'est comme ça qu'on fera le diagnostic de l'hypertension artérielle sur la mesure de la pression artérielle par ces différentes techniques-là que je viens d'énumérer. Et je pense que, bon, tous autant qu'on est ici, on a au moins une fois vu un appareil, un tensiomètre une fois. Donc, c'est ce tensiomètre-là qu'on a au moins vu une fois qui va permettre de poser le diagnostic de l'hypertension artérielle. Merci. Merci, docteur David. Et alors, monsieur Onésime a demandé comment reconnaître les 20 grammes d'alcool qu'une personne doit consommer, une bière par exemple. Et cela a été développé par le docteur Joyce avec les images et calculs. Docteur Joyce, vous pouvez nous rappeler les... Ok, je vous remercie. Je vais juste demander à Dr. Kouanou de m'aider à projeter l'image concernée. Ça va aider la personne à mieux comprendre s'il voit les différents types de verres. Pour identifier sachant que je n'ai pas parlé de 20 grammes, c'est vrai que les gens disent 20 grammes chez les hommes, 10 grammes chez les femmes. Moi, dans ma présentation, oralement, j'ai déjà dit, il ne faut pas dépasser 10 grammes en pratique. C'est mieux de ne pas dépasser 10 grammes. Et 10 grammes, de façon pratique, ça correspond à un verre d'alcool. Donc, 20 grammes, ça fait 2 verres. Vous voyez, pas besoin de mesurer en grammes, tout ça. Maintenant, il a demandé pour le cas spécifique de la bière. Vous allez voir, l'image est projetée. Il y a le verre à bière qui est le premier verre. Ça fait 10 grammes. Quand vous avez un verre à bambou de bière, ça fait 10 grammes d'alcool. Quand vous avez une coupe de champagne qui est servie là, ça fait un verre de champagne. Pareil pour le verre à vin, ça fait un verre de vin, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'au niveau du verre de whisky, ils ont pris le verre recommandé aussi parce que pour mesurer, c'est que vous avez pris le verre qu'il faut pour ce type d'alcool-là. Au niveau du verre de whisky, vous allez voir que ça n'atteint même pas la moitié. Vous dites que c'est 10 grammes, c'est un verre de whisky, ça. Puisque le whisky ne se sert pas le verre rempli. Donc, le seul baromètre, c'est de pouvoir utiliser le type de verre qu'il faut pour chaque type d'alcool, sachant que ce qui est recommandé normalement, c'est de ne pas dépasser un verre d'alcool par jour. Et la polémique qui se créait, c'était 20, on conseille parfois. Moi, je dis aux gens, s'il faut faire un choix, laissez la bière et puis rester dans les normes recommandées pour le vin, par exemple. Parce que là, au moins, on a eu des données qui nous disent que ça apporte des antioxydants. Par contre, la bière, je n'ai pas de données qui nous disent que ça apporte tel ou tel bénéfice. Mais pour mesurer, voilà les différents types que vous voyez à l'écran. Ok, merci, docteur Joyce. Je pense qu'avec les illustrations et les explications, que cela est clair. Et au niveau de monsieur Onésime. La question suivante est posée par monsieur Kabi et il demande si les acouphènes sont des signes liés à la cardiologie. Docteur David, est-ce que vous pouvez encore nous aider par rapport aux signes de la tension artérielle? Moi, la cardiologie, il a dit OK. Mais par rapport aux acouphènes. D'accord, oui, merci beaucoup. Je vais répondre à cette question en disant que les acouphènes ne sont pas spécifiques de l'hypertension artérielle. Donc, ça ne voudra pas dire que quand une que c'est l'hypertension artérielle. C'est de ça que je parlais, en fait, les acouphènes, je ne voulais pas utiliser le terme acouphène, c'est pour ça que j'ai dit bourdonnement d'oreille. Sinon, ce n'est rien d'autre que les bourdonnements d'oreille, qui sont des sensations auditives anormales, mais qui ne sont pas provoquées par un son extérieur, mais que le patient, lui, il entend. Ça peut être subjectif comme ça peut être objectif, mais ce n'est pas spécifique de l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui a des acouphènes, ça ne veut pas forcément dire qu'il est hypertendu, non.
pour éliminer l'hypertension, on peut prendre sa tension rapidement et voir s'il n'est pas hypertendu. On va réfléchir aux autres causes, les causes ORL par exemple, les causes métaboliques, essentiellement le diabète, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question et puis si j'ai pu satisfaire vraiment à l'objectif que l'intervenant voulait en posant la question. Merci. Ok, merci, Dr. David. Je nous rappelle que nous pouvons lever la main pour poser directement nos questions également. Donc, n'hésitez surtout pas à lever la main pour poser vos questions. Nous continuons avec les questions qui restent dans le chat. Et la question suivante est par rapport au vin blanc. Est-ce qu'il est mieux pour un sujet hyper tendu que le vin rouge? Toujours ce questionnement par rapport au vin. Bon, Dr. Joyce, on vous retourne encore la question par rapport au vin. Dr. Joyce. Alors, oui, par rapport à cette question, Je sais charge this. You have charger. Please. And the charge speaker cement. OK, Dr. David, maintenant que Dr. Joyce. Dr. David, vous me recevez, j'espère. Oui, je vous reçois bien, je suis là. Oui, la question par rapport au vin blanc, est-ce qu'il est mieux pour le sujet hyper tendu que le vin rouge? Bon, j'avoue que sur cette question-là, vin blanc, vin rouge, je ne peux pas dire forcément si le vin blanc il est mieux pour l'hypertendu que le vin rouge. Mais ma position reste claire par rapport au vin. Comme on l'a dit, plusieurs études ont montré que la consommation modérée pourrait être bénéfique pour la santé. Donc, en termes sur le plan cardiovasculaire. Donc, pour moi, que ce soit rouge, que ce soit blanc, je pense que je vais rester dans cette marge-là en disant que la consommation modérée serait bien. Mais toutefois, ça ne veut pas dire qu'on va encourager à la consommation de vin. Non, parce que comme je l'ai expliqué plus tôt, ceux qui consomment du vin ont un mode de vie généralement un peu sain. On ne sait pas si c'est vraiment la consommation du vin qui est bénéfique ou bien si c'est le mode de vie sain qu'il a associé à la consommation du vin qui est bénéfique. Donc, en restant modeste, c'est ce que je peux répondre. Voilà. Merci beaucoup, Dr. David. Dr. Joyce est là. Bon, pour la dernière question, concernant la prévention, OK, bon, nous allons vous adresser la dernière question. Concernant la prévention par un temps minimum de sommeil à respecter, que dites-vous de quelqu'un qui a le cycle de sommeil assez discontinu, c'est-à-dire dormir la nuit, par exemple, 4 à 5 heures, se réveiller, travailler durant 2 ou 3 heures, puis dormir 1 heure jusqu'au lever du jour? Est-ce risqué et déconseillé? Oui, Dr. Joyce, pouvez-vous nous aider par rapport par rapport au temps de sommeil, nous avions abordé, c'est vrai qu'on conseille 6 à 8 heures de sommeil par jour, mais nous sommes conscients du fait qu'il y a certaines professions qui peuvent amener à avoir un temps de sommeil réduit la nuit. Et moi, dans ces cas-là,
Je demande aux gens de ne pas hésiter à rattraper en journée. Donc, pour moi, c'est un temps de sommeil total. Parce que oui, il y a ce qui est conseillé en pratique et il y a ce qui est possible pour chaque personne selon son mode de vie et son mode de travail. Donc, je suppose qu'il a travaillé de nuit. Il a eu à peine, je ne sais pas, 3 heures de sommeil. Pendant la journée, il s'arrange pour rattraper 3 à 4 heures au moins, en plus de sommeil, pour que le cerveau puisse avoir un temps de repos suffisant. C'est mon avis sur le sujet. OK. Merci, Dr. Joyce. Je pense que nous avons épuisé la liste des questions dans le chat. S'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours lever la main. Il y a une main levée. Tu peux. Je ne vois pas la main levée. C'est M. Josué. OK, M. Josué. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro pour parler, M. Josué Anago. Je ne reçois pas M. Josué. Je ne sais pas si je suis la seule. OK, peut-être qu'il ne parle pas encore. Peut-être qu'il y En a... attendant, Oui, vas-y. en attendant que M. Josué me parle, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions? Je ne vois aucune autre main. Monsieur Josué est là maintenant. Négatif. D'accord. Nous allons clôturer. Avant de clôturer cette phase de questions-réponses, nous allons donner la parole à nos orateurs. Dr. David, nous commençons par le Dr. David Boko-Daro. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Oui, j'ai un dernier mot à dire. C'est d'abord de remercier l'ACMD pour avoir organisé ce webinaire en ce jour de la journée mondiale de l'hypertension artérielle, où nous avons un peu parlé des facteurs de risque cardiovasculaire et de la prévention des maladies cardiovasculaires. J'espère que cela a été utile pour chacun de nous et qu'à partir de ces informations, nous allons pouvoir bien éduquer nos patients, notre entourage et que nous-mêmes, nous allons bien prendre connaissance de l'existence de ces facteurs de risque-là, de l'ampleur que ces facteurs de risque-là ont et pouvoir alors anticiper et en faisant une bonne prévention. C'est ce que j'ai à dire comme mot de fin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi, Dr. Boko-Daro, pour votre disponibilité et pour tout ce que vous nous avez apporté ce jour. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous passons la parole à Dr. Joyce Oumenou. Amen. Je vous remercie et je félicite toute l'équipe de l'ACMD pour l'initiative. Nous avons eu droit à des échanges qui ont été interactifs, assez intéressants, et on espère que nous avons tous gagné des choses l'un de l'autre ce soir.
Moi, en quittant ici, en clôturant ce webinaire pour tous les participants, ce que je pourrais dire, c'est que quand on a tout oublié, il faut retenir que aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité au plan mondial. Parfois, elles tuent sans bruit. C'est le cas de l'hypertension artérielle, où on peut avoir une tension artérielle très élevée sans rien ressentir et se retrouver un jour paralysé ou avec une crise cardiaque, un cœur qui sera dépendant des médicaments pour la vie. Donc, en termes de santé cardiovasculaire, prévenir vaut mieux que guérir. Il faut connaître les signes d'alerte. Il faut adopter un mode de vie sain et il faut être à l'écoute de son corps, de son cœur. Il ne faut pas négliger les signes que notre corps nous envoie. Prenez soin de vous. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Prendre soin de son cœur parce que qu'on n'en a qu'un seul. J'avais un professeur qui nous disait ça quand nous étions étudiants. Nous avons 2 yeux, 2 mains, 2 pieds, 2 reins, mais nous n'avons qu'un seul cœur et il est précieux. Merci beaucoup, docteur Oumenou. Alors, nous allons clôturer cette phase de questions-réponses et passer aux annonces. Vous n'avez pas entendu parler de l'ACMD Bénin qui nous invite ce soir, d'ailleurs, pour ce webinaire, qui nous a invités, je dirais, pour ce webinaire. Certainement, vous vous demandez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi l'ACMD Bénin? Allons faire une présentation de la annonce avant de clôturer. Je passe donc la parole à Dr. Luc Kouanou pour cette section. Merci. Merci beaucoup, Dr. Delia. D'abord, je voudrais profiter pour dire merci à nos 2 orateurs, Dr. Oumenou Joyce et Dr. Bokodaro David, pour cette session qui a été vraiment très, très instructive. Merci beaucoup. Alors, donc, un mot de qui nous sommes en tant qu'association. Je sais que beaucoup de gens en ont parlé à plusieurs occasions. Donc, nous sommes l'Association chrétienne des médecins et dentistes du Bénin. Et nous existons depuis, disons, un peu plus de pratiquement 15 ans. Et nous avions eu un statut, je peux dire, d'appartenance internationale depuis 2018 à l'ICMDA, qui est l'association, une fêtière internationale des associations chrétiennes de médecins et dentistes dans les pays. Notre association est dirigée par un bureau de 5 personnes. Odélia en est la secrétaire. Il y a d'autres qui sont connectés. Il y a Élisée qui est le responsable des étudiants. Il y a Basile Agossou qui devait être aussi en ligne, qui est chargé des affaires sociales et des missions. Il y a moi-même qui, par la grâce de Dieu, suis le président pour l'instant. Mais nous avons aussi un groupe avec beaucoup d'autres personnes qui travaillent avec nous. Alors, notre vision, c'est de voir une communauté de professionnels de santé qui impacte réellement le secteur sanitaire et la nation par les valeurs chrétiennes. Donc, en un mot, voir effectivement que les valeurs chrétiennes sont pratiques dans le monde de la santé et pourquoi pas dans toute la nation. Et pour arriver à cela, la mission qui nous est assignée, du moins, est en 3 volets. Premièrement, nous travaillons à former d'abord une famille de professionnels de santé chrétiens dont le lien est celui de l'Esprit de Dieu. Et nous travaillons aussi à équiper les agents de santé afin qu'ils soient réellement des témoins de Christ
dans leur lieu de travail, mais aussi dans la société en général. Et nous travaillons aussi afin d'apporter des solutions, une solution efficace aux défis que nous avons, aux défis de santé, mais également les défis sanitaires au sein de la communauté. C'est dans ce cadre d'ailleurs que s'inscrit ce webinaire. Les valeurs, je vais rapidement passer sur cela, mais je vais quand même les lire. C'est le respect, avant tout, c'est le respect de la vie humaine et de la dignité de chaque personne, le service qui est motivé par l'amour et la compassion, l'intégrité en tant que guide de conduite des professionnels de santé que nous sommes, et l'excellence dans la vie et la pratique des soins de santé, mais également une unité et la communion parmi ceux qui se reconnaissent en fait appartenir à Christ dans le corps de la santé au Bénin et même au-delà. Alors, nous agissons à travers plusieurs départements. Je vais aussi, là aussi, aller assez rapidement en disant que les départements, nous avons des départements d'action tels que discipulat, formation, par exemple, où nous organisons des formations. Actuellement, il y a un cursus de discipulat qui est en cours, que nous appelons l'école du disciple, l'ECODIS. Il y a une autre phase qui a commencé depuis quelques mois, pour environ 18 mois. Nous avons aussi d'autres formations que nous organisons. Nous avons aussi le ministère au sein des étudiants qui est aussi actif avec des activités telles que des séminaires et d'autres activités spécifiques sur les campus. Nous avons des activités de mission, d'action sociale, mais nous avons aussi des départements, je peux dire, de soutien, mobilisation financière, intercession et communication. Alors, comment nous soutenir ou bien nous contacter? D'abord, c'est prier avec nous. Vous pouvez joindre l'un des contacts qui est ici ou bien envoyer de mail à l'adresse qui est là, qui est affichée pour avoir accès, par exemple, à des sujets de prière de façon fréquente pour pouvoir nous soutenir dans la prière. Mais aussi, vous pouvez nous soutenir financièrement. Tout ce que nous faisons nécessite vraiment et nous avons, pour ce faire, pour le grand public, nous avons mis en place un fonds que nous appelons un fonds de partenaires, que vous pouvez vous donner tout ce que vous voulez, peut-être quelque chose de façon sporadique ou bien des dons plus ou moins réguliers, vous pouvez le faire. Le lien est là. Juste ce QR code, cela vous permettrait peut-être de prendre un engagement et de pouvoir tenir. Alors, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Dr. Basile Agosso pour clôturer ce webinaire avec une prière de fin. Dr. Basile Agosso, vous avez la parole. Merci, Dr. Gansé, pour la coordination. Merci à nos orateurs pour les brillantes présentations. Nous sommes ravis d'avoir participé, profiter de tout ce que vous avez partagé avec nous. Et je crois que tout le public qui était présent est parti vraiment satisfait. Notre prière est que ces pratiques rentrent dans nos habitudes pour que ce temps ne soit pas un temps perdu pour personne parmi nous. Nous allons donc clôturer par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce d'avoir été avec nous. Ce webinaire est devenu réalité par ta grâce. Tu as permis que nombreux soient connectés et à écouter ces précieuses informations que les agents de santé connaissent ou bien qui existent, mais que la plupart des populations peuvent ignorer ou bien ont besoin qu'on les rappelle afin qu'ils puissent apprendre à les mettre en pratique pour pouvoir prévenir
les maladies cardiovasculaires. Tu nous as donné l'occasion ce soir de pouvoir entrer en possession de ces choses. Et nous prions que ces pratiques deviennent nos modes de vie et nous permettre de prévenir au maximum la survenue des maladies cardiovasculaires dans nos populations au nom de Jésus. Nous recommandons la CMD entre tes mains. Nous te recommandons les orateurs, tous les participants, sois avec chacun de nous, garde-nous afin que très prochainement, nous puissions encore nous retrouver autour d'un thème encore intéressant pour que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci à tous. Merci. Amen. Donc, voilà les numéros de Dr. Boucol Darrow et Dr. Oumenou sont dans le chat. Vous pouvez les contacter. Et nous vous rappelons aussi que l'enregistrement de ce webinaire est disponible sur YouTube, sur le site de la CMD Bénin, que vous pouvez resuivre. Et voilà, s'il y a des choses qui n'étaient pas comprises, vous pouvez encore suivre et mieux comprendre. Merci à chacun, merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous.